Michelle Pfeiffer a le double de son âge. Cela veut-il dire qu'elle l'aime 2 fois plus? Chérie d'après le chef-d'œuvre de Colette, inédit après Soir 3. Le gouvernement en ordre de bataille, Légion d'honneur ceux qui disent non. La retraite de Russie pour Gérard Depardieu, Soir 3 sur le front de l'info après la météo de Jean-Marc Soigny. Je vous propose de revivre les plus beaux moments de l'histoire des cabarets d'hier et d'aujourd'hui, des lieux mythiques qui font rêver le monde entier. À côté du traditionnel French Cancan, découvrez ce qui a changé. Les hommes musclent leurs apparitions, les femmes bien en chair s'effeuillent sans complexe et les danseuses au corps de rêve peuvent devenir maman. Ça, c'est extraordinaire pour moi. En coulisses, rencontrez les petites mains sans lesquelles rien n'est possible. Avec les plus belles matières, nos limites. Place au rêve avec une envolée de plumes. Les cabarets de légende, signé Mireille Dumas, inédit, demain à 20h45 sur France 3. Madame, Monsieur, les Réunionnais respirent, le cyclone... Madame, Monsieur, bonsoir, j'avais oublié. Les Réunionnais respirent parce que je disais que le cyclone s'est évacué comme l'avait prévu Météo France. L'alerte rouge a été levée, beaucoup de dégâts matériels et fort heureusement pas de victimes. Vous voyez derrière moi une carte assez moche. Et il s'agit du temps qu'on a eu aujourd'hui et du temps que l'on aura les prochains jours, figurez-vous, puisque nous, on a un anticyclone qui plaque les nuages au sol sur la partie nord du pays. Regardez la carte pour demain matin. Localement, on aura donc des nuages bas, des brouillards, une espèce de purée de pois à l'anglaise. Ils n'ont pas aimé nos amis anglais. Sur la façade atlantique, ça sera un peu plus lumineux, mais autour de la Méditerranée et sur les Alpes, le soleil continue de briller. Dans l'après-midi, même chose, même programme. En plus, on va rajouter la bruine, c'est-à-dire l'humidité, le truc bien désagréable. Sur la façade atlantique, toujours un peu plus lumineux. Vous voyez que le relief des massifs centrales s'en sortira plutôt pas mal. Le vent va souffler à 80 km/h et c'est du Mistral qui dégage les nuages. Et sur la Corse, grand soleil. Température en hausse, 9 degrés à Paris, jusqu'à de moins 1 à 9 degrés, moins 1 c'est à Grenoble. Et pour l'après-midi, les températures vont continuer de monter avec un énorme 17 degrés à Perpignan. Je vous propose de découvrir la suite, vous allez voir, ça va être vite vu. Même combat tous les jours, à savoir de la grisaille plaquée au sol, les reliefs des Vosges qui s'en sortent pas mal samedi, des brouillards sur la façade atlantique et du vent en Méditerranée, donc du soleil. Les températures ne bougent pas, 9 et 11, même chose pour dimanche, grisaille au nord, soleil au sud. Lundi, mardi, même chose, grisaille au nord, soleil au sud. Je radote pas. En revanche, mardi, là, le passage d'une perturbation avec localement quelques gouttes de pluie, toujours du soleil autour de la Méditerranée. Mercredi et jeudi, le ciel de notre pays est partagé quasiment en deux. Grisaille au nord, soleil au sud, 9 et 10. Jeudi, même chose. Et ça n'est pas prêt de bouger. Patricia Loison, dans un instant. Embrassez Léo Dillon. Je vous retrouve demain. Bye bye. Ça, le nouveau directeur? Au supermarché, Je vous rappelle qu'une caissière est la première vitrine du magasin. c'est lui qui a le dernier mot. Vous êtes tous sur un siège éjectable. Allez, on donne un fond. Tandis qu'à la chorale, Si le problème c'est que je chante faux, Non, le problème, c'est que vous êtes mon patron et celui d'Arsène. le chef de chœur, c'est elle. Papa, vous allez sauver le concert, c'est tout ce qui compte. Et si Cupidon se cachait au fond d'une boîte de conserve? On va se vautrer. Léa Drucker, Arnaud Ducret. Vous avez gagné, j'arrête. Quoi? Chien et chat cherchent des accords parfaits. À vos caisses, samedi à 20h45 sur France 3. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Voici les titres de Soir 3. Solidarité et efficacité exigées pour affronter 2013. Voilà le mot d'ordre de Jean-Marc Ayrault et François Hollande dans cette rentrée du gouvernement. Le président qui réitère sa priorité, l'emploi. C'est aussi le cas en Espagne, d'où l'intérêt suscité par de meilleurs chiffres en décembre. Clément Pérouot à Madrid tempérera, il faut rester prudent. Laurent Fabius reçoit les familles des 4 otages au Niger pour les rassurer. Certains proches s'étaient plaints du manque d'informations. Les familles des 9 Français retenus à l'étranger seront reçues. Détails dans le journal du jour.
Le procès qui sera suivi par tout le pays après la mort qui a indigné l'Inde. Les 5 violeurs de l'étudiante décédée de ses blessures ont été inculpés aujourd'hui. L'affaire ultra médiatisée pousse certains à régler leur compte. La France, qui n'aime pas les récompenses illustrées par le refus du dessinateur Tardy pour la Légion d'honneur, ils furent nombreux avant lui, chacun avec ses raisons, rappel de ces rebelles. Lui a poussé son coup de gueule contre les impôts. Gérard Depardieu peut désormais se réfugier en Russie. Vladimir Poutine vient de lui octroyer la nationalité russe, un bon coup politique, nous dira Alban Mikosi depuis Moscou. Thé, café et feuille de route, ainsi a commencé la journée des ministres donc pour cette rentrée. Sur la forme, ils sont priés d'être solidaires du chef du gouvernement. Sur le fond, la bataille contre le chômage demeure la priorité de François Hollande. Caroline Nenkoff-Leginter. Entrée à l'Élysée en ordre dispersé et en fanfare avec la garde républicaine. Premier conseil des ministres de 2013, vœu du gouvernement au président. Le président qui, lui, choisit de démarrer l'année par un rappel à l'ordre. Un gouvernement, ce n'est pas une addition d'individualités. C'est un ensemble qui a son identité. Les couacs à répétition de la fin 2012 ont visiblement laissé des traces. En chef d'orchestre, Jean-Marc Ayrault a rappelé à ses troupes sa feuille de route pour les 6 prochains mois. Je l'ai dit, constance, courage, lucidité, pédagogie, mais aussi cohérence et esprit collectif. C'est les vœux que j'ai formulés devant le président de la République. Un peu plus tôt dans la matinée, toute l'équipe gouvernementale s'était retrouvée au ministère de l'Intérieur pour le traditionnel petit déjeuner du Nouvel An, suivi d'une autre tradition, la marche groupée vers l'Élysée, l'occasion de formuler ses bonnes résolutions. C'est des résolutions les mêmes que 2012, encore plus loin, encore plus fort, hein, voilà. Et une grande réussite dans la bataille pour l'emploi, la reconstruction de notre industrie. Dès demain, séance de travaux pratiques avec 2 séminaires sur l'emploi et la situation économique. Et on reste sur le terrain de l'emploi justement avec cette petite embellie en Espagne. Éclaircie appréciée après une année noire, va-t-elle durer? Bonsoir Clément Perrault, vous êtes journaliste à Madrid. Clément, même le gouvernement Rajoy le concède, cette baisse, c'est un répit, pas une tendance? Effectivement, hein, c'est des chiffres vraiment à prendre avec précaution. Le gouvernement l'a dit lui-même aujourd'hui. Cette baisse du chômage de 1,2% au mois de décembre en Espagne concerne d'abord le secteur des services et en particulier les emplois saisonniers, les emplois en particulier dans l'hôtellerie ou encore dans les grands magasins. On avait déjà vu en Espagne par exemple au mois de juillet une petite baisse du chômage qui était due à la saison touristique. Ça n'avait pas empêché le chômage ensuite de reprendre sa progression. Donc effectivement, prudence. Mais pour cette année 2013, tout de même, l'Espagne attend d'abord une augmentation assez légère du chômage au premier semestre, un chômage qui devrait atteindre un taux de 26% de la population active. Ensuite, on devrait voir une stagnation et enfin, dans les derniers mois de l'année, on pourrait voir une première baisse significative du chômage ici. C'est en tout cas ce qu'attend, ce qu'espère le gouvernement. Merci beaucoup Clément. Retour à l'actualité en France. L'alerte au cyclone est levée sur l'île de la Réunion. Doumilé est passé à 90 km des côtes. Des vents violents, des dizaines de foyers privés d'électricité. La Nouvelle-Calédonie aussi a essuyé une dépression. Un homme s'est noyé à Lifou. Un jeune homme a disparu en tentant de franchir une rivière. Dans une interview à RFO ce soir, François Hollande assure que la République réparera autant qu'il sera possible les dégâts de ces cyclones. Dans l'actualité hexagonale, les milliards de la Française des Jeux, le parti basque qui annonce sa dissolution, mais d'abord donc les familles des otages français au Niger reçus au ministère des Affaires étrangères. Le journal du jour, Anthony Joly. Peut-être la seule question que j'ai, c'est quand est-ce que mon fils va rentrer à la maison. Voilà, et à partir de là, on verra bien là ce qui va être dit. Pascal Robert est la mère de l'un des 4 otages français retenus au Niger par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Elle a été reçue cet après-midi par Laurent Fabius, en compagnie des autres familles des otages. Le ministre des Affaires étrangères a affirmé qu'ils étaient vivants et en bonne santé. Des produits d'hygiène ont pu leur être transmis récemment, ainsi que des courriers de leurs proches. Les otages sont retenus depuis septembre 2010. Ils ont été enlevés sur le site d'extraction d'uranium d'Arlit, au nord du Niger.
Laurent Fabius recevra la semaine prochaine les familles des autres otages retenus à l'étranger. Nous vous annonçons, dans la suite logique de ce que je viens de dire, la dissolution de Batasuna. L'organisation indépendantiste basque disparaît du paysage politique. Ses militants ont annoncé hier la dissolution du parti créé en 2001. Considéré comme le bras politique de l'ETA, Batasuna était interdit par les autorités espagnoles, mais légal en France. Batasuna ne correspond plus, n'est plus en adéquation avec les objectifs, les voies démocratiques et politiques que nous souhaitons mettre en avant. La décision est symbolique. Elle confirme, depuis l'adieu aux armes d'ETA en octobre 2011, la stratégie de renoncement à la violence des indépendantistes. 2012, l'année de tous les records pour la Française des Jeux. 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires, soit une hausse de plus de 6% par rapport à 2011. Selon l'opérateur de jeux, ce succès est dû à un calendrier d'exception, avec notamment 3 vendredis 13 et des dates symboliques comme le 12 décembre 2012. La cagnotte de la loterie européenne a atteint pour la première fois 190 millions d'euros, le plafond du jeu. Le recordman français, lui, a empoché la coquette somme de 169 millions. Autre grand gagnant, le ministère des Finances. Bercy encaisse plus de 3 milliards de taxes et d'impôts cette année. Autre conséquence de la crise, de plus en plus de Français s'endettent pour se soigner. Face à cette situation, la Banque du Crédit Municipal de Paris lance des prêts spéciaux à faible taux. Les premiers ont été contractés cette semaine. Illustration avec Émilie Queneau et Mathieu Benito. Je dois faire un petit bénéfice. Lorsqu'elle regarde la télévision, c'est désormais avec des sous-titrages. Siramoni Touré souffre d'un déficit d'audition de 30%. Même avec son salaire de 1 600 € par mois, elle n'a pas les moyens d'acheter l'appareil auditif qui lui changerait la vie. C'est par rapport aux remarques quotidiennes de mes amis, de la famille et des gens, donc qui sont obligés de répéter 2 ou 3 fois les mêmes questions, donc qui m'handicapent dans ma vie de tous les jours. Alors cette hôtesse d'accueil de la mairie de Paris a été l'une des premières à pousser la porte de cet établissement bancaire. Bonjour. L'appareil auditif coûte 4 000 €. La mutuelle lui en rembourse 350. Siramoni Touré va emprunter la quasi-totalité du reste. On partirait sur un prêt de 3 000 €. D'accord. Ça faisait des années que j'attendais des occasions comme ça. Donc il y a eu l'opportunité, j'ai sauté dessus tout de suite. 2,95%, un taux fixe et bas, financé grâce au dépôt d'associations qui acceptent une moindre rémunération. La plupart de ceux qui demandent le prêt sont déjà au bord du surendettement. On voit bien que les personnes s'endettent, surtout dans ces cas d'urgence, avec des crédits renouvelables dont le taux d'intérêt est extrêmement élevé. Et donc l'objectif que nous avons, c'est de ne pas faire un crédit qui va s'additionner à d'autres crédits. Oui, en 2 jours, une 50aine de prêts a déjà été accordés. Dès le mois de février, Siramoni Touré devrait à nouveau pouvoir entendre les bruits de la rue. L'actualité à l'étranger et l'Inde prête à demander des comptes aux tortionnaires de l'étudiante violée à New Delhi la semaine de Noël. 5 des accusés ont été officiellement inculpés aujourd'hui. Le plus jeune comparaîtra devant un tribunal spécial. Carole Coelho. Voici les 6 violeurs présumés. Un chauffeur de car, un vendeur de fruits, un moniteur de fitness, 2 laveurs d'autobus, parmi eux un garçon de 17 ans. Tous risquent la peine de mort par pendaison. Devant le tribunal où ils sont jugés, les avocats manifestent leur colère. Aucun ne veut défendre ces criminels présumés. Ils ont pris fait et cause pour le droit des femmes. Nous les avocats sommes très en colère. C'est un problème de conscience. Nous savons comment ce crime odieux a été commis. Dans notre pays, les femmes ne sont pas en sécurité. Nous sommes des hommes, mais nous voulons que les femmes soient protégées. Dans la rue, toujours autant de manifestants, car maintenant ils connaissent les détails de l'agression. L'étudiante de 23 ans a été violée par 6 hommes pendant plus d'1 heure, puis battue à coups de barre de fer. Ces hommes ont ensuite tenté de l'écraser avec un autobus. Je crois que cette manifestation est importante. Nous sommes là pour délivrer un message fort, pour que des crimes aussi abominables ne se reproduisent plus jamais. Jusqu'à maintenant, les violeurs bénéficiaient en Inde d'une quasi-impunité. Mais depuis cette histoire, les choses changent.
Nous sommes dans un village dans le nord-est du pays. Cet homme, torse nu, pris à partie par des villageoises, c'est un politicien local très important. La nuit dernière, il a violé une femme du village. Arrêté par la police, il dort ce soir en prison. Être décoré de la Légion d'honneur en France ne se demande pas, on vous en fait part. C'est peut-être, entre autres, ce qui n'a pas plu au dessinateur Jacques Tardy qui l'a refusé. L'occasion pour nous de se pencher sur les précédents, de fortes têtes comme Georges Brassens à des personnalités de la société civile, avec chacun leur raison. Mathieu Délinger. Il est l'une des légendes de la bande dessinée française. Avec Adèle Blanc-Sec, Jacques Tardy a connu le succès populaire. L'État a souhaité rendre hommage à son talent avec une Légion d'honneur, mais de cette décoration, il n'en veut pas. Je n'ai rien demandé et je n'en veux absolument pas. Je ne veux rien recevoir du pouvoir, d'aucun pouvoir politique, quel qu'il soit. Depuis sa création sous Napoléon, ils sont plusieurs dizaines à avoir refusé d'accrocher l'insigne à leur boutonnière. Comme Jacques Tardy, il y a les rebelles, ceux qui ne veulent pas entendre parler d'une distinction, quelle qu'elle soit. Le plus bel exemple, Georges Brassens. L'esprit libertaire en a même tiré une chanson, dans laquelle il se moque de la Légion, un fatal insigne qui ne pardonne pas. Il y a aussi les révoltés, ceux qui la refusent pour protester. À l'été 2010, Anne-Marie Gouvet, une anesthésiste, est récompensée pour son travail humanitaire. Mais au même moment, les expulsions de Roms se succèdent. Je ne vois pas comment, avec ce qui se passe en ce moment où les droits de l'homme sont bafoués en France, je peux repartir en Afghanistan où je dois repartir prochainement avec la Légion d'honneur. Et puis il y a les autres, les modestes. Bourvil par exemple, il n'a pas accepté, même si le général de Gaulle souhaitait lui remettre la Légion en personne. Même réserve pour Bernard Pivot en 1992. Par une sorte de confort à la fois moral et intellectuel, je n'ai pas envie de me retrouver avec mon petit ruban rouge devant des gens que j'admire et dont je sais qu'ils mériteraient beaucoup plus que moi la Légion d'honneur. De telles décisions restent rares. Chaque année, 5000 personnes sont décorées. Lui se rebelle contre la fiscalité. Gérard Depardieu pourrait trouver refuge en Russie. Vladimir Poutine lui avait tendu la main quand la polémique a éclaté. Il lui a accordé aujourd'hui la citoyenneté russe, un privilège rare. Dans une lettre diffusée par la télé à Moscou, l'acteur confirme, je cite, « Oui, j'ai fait cette demande de passeport. J'adore votre pays, ses hommes, son histoire, ses écrivains. » Gérard Depardieu ne mentionne pas le taux d'imposition russe unique à 13%. Bonsoir Alban Mikosi, vous êtes le correspondant de France Télévisions à Moscou. Depardieu est adulé en Russie et ça permet Alban à Vladimir Poutine de faire un beau coup politique. Oui Patricia, bonsoir. Il faut dire que Gérard Depardieu est effectivement en Russie une star absolue. J'ai aujourd'hui interrogé plusieurs dizaines de moscovites. Tous m'ont dit admirer l'acteur français. Il est d'autant plus connu ici qu'il joue de grands rôles, parfois à la télévision russe, comme dernièrement Raspoutine, ou alors qu'il participe à des manifestations plus controversées. Il est de toutes les fêtes données par Vladimir Poutine. Il était même l'an dernier à l'anniversaire de l'homme fort de Tchétchénie, Ramzan Kadyrov. Alors, dans une lettre ouverte rendue publique ce soir par les médias, Gérard Depardieu assume sa démarche et rend un hommage appuyé à Vladimir Poutine. En cela, le numéro 1 russe aura réussi son coup. Plus personne n'ignore que le taux d'imposition en Russie est de 13% des revenus, que l'on soit riche ou que l'on soit pauvre. C'est une nouveauté qui est connue désormais partout en Europe. Et l'autre point important, Vladimir Poutine est souvent critiqué par le camp occidental pour son non-respect des droits de l'homme. Eh bien, il renvoie en quelque sorte la pierre aux Occidentaux en disant, je cite aux Français, que la Russie était prête à leur accorder un asile si cela se sentait pourchassé par le fisc. Minuit et demi passé, je crois, à Moscou. Merci beaucoup, Alban, d'avoir veillé pour Soir 3. L'actualité européenne dominée par cette fusillade meurtrière en Suisse. Les policiers sont finalement venus à bout du tueur. C'est la première info de l'Eurozapping d'Émilie Tran-Guyenne. Sur la RTS, la Suisse sous le choc. Un habitant du village armé d'un mousqueton et d'un fusil de chasse. Hier soir, un chômeur de 33 ans a ouvert le feu en pleine rue, tuant 3 femmes et blessant 2 hommes. Il aurait utilisé un vieux pistolet de l'armée suisse et un fusil à grenaille. Nos agents du groupe d'intervention ont dû aller au contact
pour neutraliser la personne. Et à un moment donné, vu la situation, la dangerosité, eh bien, ils ont aussi dû faire feu sur le tireur, et ce qui a permis de le neutraliser et finalement de l'arrêter. En 2011, lors d'un référendum, les Suisses n'avaient pas souhaité limiter le port des armes. Peut-être changeront-ils d'avis. 4 pilotes de la compagnie irlandaise. Aujourd'hui, la Belgique s'intéresse aux pilotes de la compagnie low cost Ryanair. Leurs témoignages sont accablants. On apprend que les pilotes sont contraints de prendre les manettes, même quand ils sont malades ou trop fatigués. C'est un régime oppressif, c'est vraiment une dictature. À chaque niveau de direction, il y a la pression et l'agressivité. Il y a réellement de la peur. La direction de la compagnie irlandaise crie au mensonge. Les syndicats, eux, exigent une enquête sur les conditions de travail à Ryanair. Pas de chapelle Sixtine si vous ne payez pas cash. Au Vatican, tous les distributeurs et les paiements par carte sont désormais bloqués. La raison ? Le Vatican ne lutterait pas assez contre le blanchiment d'argent. La Banque d'Italie a donc désactivé tous les terminaux du Saint-Siège. C'est vraiment contraignant. La carte de crédit est plus pratique. Elle devrait être accessible par tous et partout. Beaucoup de touristes n'ont pas d'espèces sur eux et ne savent pas où s'en procurer. Cela devrait faire beaucoup d'argent en liberté. En 2011, les touristes avaient tout de même dépensé plus de 90 millions d'euros. Des écrans commandés par notre seule pensée, ce n'est plus de la science-fiction, c'est l'exploit d'un laboratoire de Rennes qui mise tout sur les ondes de notre cerveau, une révolution. Le focus de Soir 3 est signé Géraldine Délinger. Voyage vers le futur, ses préparatifs pour être un Jedi et soulever un vaisseau par la seule force de la pensée. Une technique qui utilise le cerveau pour commander un ordinateur. Mais pour que ça marche, il faut être très concentré. Je dis des choses et ça le fait pas, en fait, c'est bizarre à contrôler. On se pose des questions, comment ça marche, puis c'est assez drôle de voir que ça marche comme ça. Le principe, utiliser le champ électrique produit par le cerveau lorsqu'il imagine un mouvement. Je pense bouger les pieds. Alors, je lui ai mis tout ça pour capturer ses ondes cérébrales. En fait, donc c'est pour capturer l'activité de son cerveau. En fait. Et c'est ce qui permet, en fait, c'est ce qui nous permet en fait d'avoir une interaction entre le cerveau et la machine. Du jeu à la santé, il n'y a qu'un pas. Cet appareil d'écriture par la pensée est testé dans un hôpital de Lyon. Stéphane, tétraplégique, mettra près de 5 minutes pour écrire bonjour. Il doit se concentrer d'abord sur une lettre. Lorsqu'elle apparaît sur l'écran, elle produit une stimulation enregistrée par l'ordinateur, ce qui permet de former des mots. Une révolution. Les populations qu'on vise, c'est des gens qui sont bloqués dans leur corps, donc qui n'ont plus aucun contrôle musculaire. Et donc pour eux, le dernier moyen de communication, c'est leur cerveau. L'outil est encore très rudimentaire et les chercheurs travaillent à améliorer le concept. C'est dans ces laboratoires de l'INRIA à Rennes qu'on invente toutes ces technologies. Comme celle-ci, des flashs de différentes fréquences sont utilisés pour chaque papillon. Ils sont indétectables à l'œil nu mais enregistrés par le cerveau. Il suffit de regarder un papillon pour que l'ordinateur comprenne la direction à prendre. On développe des jeux basés sur cette technologie-là pour s'amuser et aussi des jeux pour guérir. Et aujourd'hui, on travaille sur des concepts de jeux qui permettraient de soigner à l'avenir des enfants ou des adultes qui souffrent de déficit attentionnel ou de problèmes d'hyperactivité. Des recherches qui intéressent les scientifiques, mais aussi les industriels. D'ici quelques années, les avatars du monde virtuel pourraient ainsi réagir selon l'humeur de leurs utilisateurs. 3 infos en plus dans la revue de presse de Soir 3. Les Échos, Boeing reprend à Airbus la couronne de numéro 1 mondial pour la première fois depuis 2002. Dans la Croix, les familles SDF, des dizaines de milliers de personnes seraient concernées, notamment avec des enfants. Le titre de Libé, Intouchable, le cachet des acteurs. Le quotidien ouvre à son tour le débat sur le financement du cinéma. Et puis cette nouvelle charge anti-française de The Economist. Obama avec la marinière d'Arnaud Montebourg brocardée sur sa politique. Le président en béret est accusé d'européaniser l'Amérique. Soir 3, c'est aussi toute l'actu en région. À tout de suite. En Champagne-Ardenne, toujours pas d'eau au robinet à Villeneuve-la-Grande dans l'Aube. Pour les habitants, l'approvisionnement est un vrai casse-tête depuis plus d'une semaine. Ça fait tout drôle quoi, quand on est habitué à avoir de l'eau et puis qu'on n'en a pas quoi. Avec des enfants c'est dur.
L'eau de la commune n'est plus potable en raison de la présence de pesticides. Sur place, le maire et les experts planchent sur un retour à la normale. Normalement, lundi, on devrait envisager un forage pour mettre une pompe qui puisse nous donner 60 m3 pour faire fonctionner notre unité de traitement. Après l'accident de feu d'artifice qui a coûté la vie à 2 jeunes hommes en Alsace pendant le Nouvel An, un fournisseur haut-marnais pourrait être entendu comme témoin. Les engins auraient pu lui être commandés sur Internet. Pétards, bengales, fusées, fontaines et volcans, il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs et tous les types d'explosions. Derrière ce site internet, une entreprise bien réelle à Sarré en Haute-Marne. Elle s'est fait un nom dans la région et plus généralement en France de par son large catalogue, mais aussi par ses spectacles pyrotechniques. C'est en partie via cette société que les 2 victimes alsaciennes du réveillon se sont approvisionnées. Tirer des feux d'artifice dans la nuit du Nouvel An est une tradition rhénane très suivie, à tel point que ce phénomène apporte chaque année son lot de blessés. La règle de l'artificier, si un produit n'est pas parti, on attend au minimum une demi-heure après le tir, avoir lancé la séquence de tir, avant d'aller vérifier si effectivement le produit est bien parti, sinon on va le neutraliser. Et dans le cas extrême, si on a effectivement encore un produit dedans, on va carrément verser de l'eau dedans, tout simplement. En Alsace, des arrêtés préfectoraux tentent de limiter la vente et l'usage des feux d'artifice aux particuliers autour des périodes sensibles comme le 14 juillet ou la Saint-Sylvestre. Problème, il y aurait un vide juridique en ce qui concerne la vente par correspondance. C'est tout à fait incompréhensible. C'est qu'il y a un vrai problème en Europe peut-être, dans l'accessibilité de ces produits par un particulier. Autre cas particulier, les bombes de 50 à 100 mm de diamètre à loger en mortier, celles concernées par les tragiques accidents du Réveillon. Depuis 2009, pour tirer ces articles, il faut un agrément préfectoral, un agrément que le vendeur n'est pas tenu de réclamer. Le client doit simplement affirmer avoir plus de 18 ans. Une directive européenne va imposer une formation pour ces artifices, mais seulement à partir de 2017. Les artificiers espèrent que la gravité de la situation permettra d'accélérer les choses. Un incendie s'est déclaré la nuit dernière dans le centre historique de Troyes. 2 appartements ont été touchés. Un locataire d'une 60aine d'années a été légèrement intoxiqué et un pompier a subi quelques brûlures. Après l'épidémie de grippe, c'est la gastro-entérite qui frappe la Champagne-Ardenne. Une maladie en recrudescence en cette saison. Pour s'en protéger, il vaut mieux suivre quelques conseils simples à mettre en œuvre. Bonjour. Allez-y, entrez. Dans beaucoup de cabinets médicaux comme celui-ci à Châlons, depuis quelques jours, la gastro-entérite commence à détrôner la grippe. Diarrhée, vomissements, douleurs abdominales, des signes qui doivent alerter. Dire aux gens le plus possible de s'hydrater pour éviter d'avoir les symptômes de déshydratation. Parce que c'est les principales complications, surtout chez les petits-enfants. Dans plus de 70% des cas, la pathologie est virale et s'attrape par contact. Des mesures d'hygiène fréquentes s'imposent. Il faut se laver les mains, c'est très important. Se laver les mains au lavabo, c'est une solution, mais maintenant, on utilise beaucoup les solutions hydroalcooliques qui sont simples et surtout efficaces. Il faut bien penser à laver le dos des mains, l'intérieur des doigts, etc. Et puis, surtout au niveau des ongles. À Noël, la Champagne-Ardenne enregistrait un taux de consultation pour gastro-entérite 2 fois supérieur au seuil épidémique. Mais la semaine dernière, ce taux a baissé, ne permettant pas encore de parler d'épidémie de gastro. Cette chute doit être prise avec beaucoup de prudence parce que les données qui sont fournies par le réseau Sentinelle, qui est un réseau de médecins généralistes répartis un peu sur toute la France, ne sont pas encore consolidées. Et c'est une période qui coïncide aussi avec les vacances scolaires, donc probablement biaisée par la non-sollicitation des médecins sentinelles. Vigilance donc, surtout dans les Ardennes et le nord de la Marne, pour l'instant plus touchés. On ne peut pas encore savoir si on est en phase de décrue ou est-ce qu'on augmente encore. Une tendance plus précise doit se dessiner d'ici la fin de la semaine, mais pique ou pas, dès les premiers symptômes, consultez rapidement votre médecin. À la une demain, le coup d'envoi du tournoi des princesses et des princes de Sedan. Les jeunes espoirs du tennis français vont s'affronter pendant 3 jours au Tennis Club de Sedan.
prend ce soir, un homme d'une 50aine d'années a été tué par arme à feu devant son restaurant routier à Traite, c'est près d'Aix-en-Provence, dans un probable règlement de compte. Ça s'est passé vers 19h30. Les gendarmes de la section de recherche de Marseille et de la brigade d'Aix ont été saisis de cette enquête. Demain, soir 3, week-end, 22h51, vous retrouverez Valérie Filin. D'ici lundi, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Tout de suite, Colette, revue par Stephen Frears dans Chérie. Excellente soirée de romance sur France 3. Découvrez l'info minute par minute sur l'application et le site France TV Info. Inédit. Embrasse-moi. Michel Pfeiffer est chargé de son éducation et plus si affinité. Et il va y avoir affinité tout de suite sur France 3. Dimanche sur France 3, votre série événement Mildred Pierce. Maman, où est papa? Mildred Pierce, c'est une femme divorcée dans les États-Unis des années 30 qui n'a d'autre choix que se battre. Quelle horreur! Quelle horreur! Oh, quelle horreur! ça suffit. Quelle déchéance! C'est pour que toi et ta sœur ayez à manger. Mildred Pierce, c'est une mère courage qui choisit sa vie en toute indépendance. Je trouve que c'est un projet vraiment splendide. Je sais, mon cœur. Et je suis sûre que tu réussiras. Mildred Pierce, c'est surtout Kate Winslet, éblouissante, Emmy Award et Golden Globe de la meilleure actrice pour une série de prestige inédite. Le combat d'une femme, le destin d'une mère, Mildred Pierce, dimanche dès 20h45 sur France 3.